Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leurs expériences entrepreneuriales, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, vous entendrez une nouvelle voix pour poser des questions avec moi. Il s'agit de celle de Laurent Bernet qui animera dorénavant ces épisodes avec nous. Bienvenue à toi. Quel est le mindset d'un ou une entrepreneur et quelles sont les qualités pour mener à bien un projet entrepreneurial ? Nous recevons aujourd'hui Barbara Lax qui a fondé les crèches Little Greenhouse, dont l'innovation est de proposer des solutions de garde haute qualité basées sur les neurosciences et le multilinguisme. Les enfants évoluent en immersion dans plusieurs langues et sont très proches de la nature avec beaucoup d'activités outdoor. Les parents, quant à eux, bénéficient de plus de flexibilité pour leur permettre de mener une carrière en parallèle à une vie de parent. Barbara est diplômée en génie civil et méthodes numériques. Elle va passer 12 ans dans la multinationale Caterpillar en charge de stratégie et de développement durable avant de lancer son concept de crèche. C'est autour d'un barbecue avec des amis qu'elle a l'idée de cette crèche différente qui lui manquait en tant que jeune maman. Elle va nous raconter comment est née son idée jusqu'à devenir aujourd'hui une entreprise qui compte plus de 180 employés et qui exploite 6 lieux en Suisse romande et en Suisse alémanique et comment elle continue à ouvrir des nouvelles crèches. On parle croissance, peur de l'échec, sécurité, gestion opérationnelle et état d'esprit. Bonjour Barbara, bienvenue dans cet épisode de podcast. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Alors, je suis Barbara Lax, la fondatrice de Little Greenhouse. Je viens de Bavière, j'ai 48 ans. J'ai créé Little Greenhouse il y a presque 10 ans, ou même encore un peu plus, mais depuis 10 ans, on a fait notre premier site. Elle est ouverte. À la base, je suis génie civil. J'ai étudié génie civil et méthode numérique. Et je viens d'un travail de l'industrie. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Caterpillar dans des différents jobs de stratégie, de marketing, de finance. C'est quoi Little Greenhouse pour ceux qui ne connaissent pas ? Little Greenhouse, c'est un groupe de crèches et écoles multilingues. L'idée, c'est de proposer un partenariat à des familles modernes où les deux ont l'envie d'avoir une famille et aussi de suivre une carrière, les deux, la femme et l'homme. Et nous sommes là pour proposer une garde de haute qualité et aussi beaucoup de flexibilité pour vraiment permettre aux parents de suivre aussi leur carrière. Notre concept est basé sur les neurosciences. Et aussi, le multilinguisme, on a des crèches en anglais, français et allemand, en immersion. Et puis, on travaille énormément avec la nature. On a beaucoup de concepts dehors, dans la forêt, de journées entières, en excursion, mais aussi beaucoup de thèmes avec la nature et la santé. Et justement, en termes de business, il y a combien d'employés aujourd'hui ? Il y a combien d'utilisateurs ? Alors aujourd'hui, nous avons 180 employés. Nous avons autour des 400 familles, 400 places plein temps. Ça veut dire probablement 600 à 700 familles qui sont en ce moment chez nous parce que ce n'est pas tous les enfants qui prennent des places plein temps. C'est pour ça qu'on a plus de familles que des places plein temps. Et on a un très bon remplissage, alors ça nous aide aussi à avoir plus de familles. Et puis, nous avons, je pense, autour de 3000 familles en Suisse qui ont déjà passé par Little Greenhouse. Alors, on commence à avoir une jolie base d'alumni. Parce que tu as commencé en Suisse romande, mais aujourd'hui, tu es dans toute la Suisse. Oui, alors surtout encore en Suisse romande, nous avons ouvert en 2018 un site à Zurich. Nous sommes en train aujourd'hui de développer aussi des autres sites en Suisse alémanique, notamment à Bâle, et aussi des autres sites à Zurich, mais ça prendra encore un petit peu de temps. C'est clair, pour moi c'est facile parce que comme je viens de Bavière, alors je parle aussi l'allemand, je parle pas forcément le suisse allemand, mais je le comprends très bien. Et nous avons une équipe aussi avec une de nos leadership team, Teresa, qui habite à Saint-Gall. Et on a une personne, Christy, qui habite à Fribourg. Nous sommes bien distribués aussi et puis nous pouvons accéder depuis là les différents sites et les différents endroits pour le développement. Et je pense que ça, c'est aussi une de notre forces. Quand j'ai étudié génie civil, pour moi, c'était aussi avec l'idée d'à un moment donné ouvrir mon propre bureau ou d'aller dans des projets humanitaires
par exemple, construire des routes ailleurs. Il y a une organisation en Allemagne qui organise ça et j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé aussi de peut-être une fois travailler pour l'ONU. Au même temps, j'avais toujours envie d'être indépendante. Alors, c'est peut-être une contradiction, mais je pense que c'est ce que j'essayais toujours de lier. Alors, ce côté entrepreneuriat et ce côté développement durable, responsabilité sociale. Et quand j'étais alors chez Caterpillar, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'avais énormément de liberté. J'ai développé des projets de stratégie pour de nouvelles choses, pour le développement durable, pour l'énergie renouvelable. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais pas vraiment l'impact sur la décision finale et c'était pas moi qui a mis les choses en place. Alors, dans quelque sens, mes idées sont souvent finies dans les tiroirs. Et ça, pour moi, c'était vraiment très difficile à accepter au long terme. Alors, ça, c'était aussi une procédure dans ma tête qui s'est de plus en plus développée. J'étais de moins en moins contente. J'avais aussi appris énormément de choses là-bas. J'ai eu plusieurs postes et je pense à un moment donné, je savais, OK, maintenant j'ai arrivé à un certain plafond. Soit il faut que je déménage, soit il faut que je change le boulot, ou il faut que je fasse autre chose. Au même temps, j'ai eu ma fille. Et puis, c'est vrai que ça m'a aussi encore mis l'accent sur j'aime bien travailler et être maman. Je suis convaincue que c'est la bonne chose. Je veux aussi être un bon exemple pour ma fille, pour montrer que c'est tout à fait possible de combiner les deux. Par contre, je veux vraiment utiliser mon temps d'une manière utile, d'avoir un impact, d'aller au travail et savoir que je change quelque chose. C'était vraiment important et je n'avais pas forcément ce sentiment-là. Alors, j'étais de moins en moins contente et pendant ce temps-là, c'est arrivé dans une barbecue avec des amis qui ont fait des brainstorming sur quel type de boîte on lancerait. Et c'était vraiment comme ça que c'est arrivé parce que j'ai dit, je ouvrirai une Biergarten bavaroise parce que voilà, ça existe pas, ça sera super dans le parc des Bastions. Et une copine m'a dit, oui, mais ta fille, elle a juste 9 mois, elle était un bébé tout petit. Alors, tu seras toujours avec des bourrées tout le week-end, ça fait aucun sens. Et c'était vraiment en rigolant. Alors, en rigolant, j'ai dit, alors, je ferai des crèches. Mais des crèches beaucoup mieux, innovateurs, avec des langues, avec la nature, tout ce que je ne trouvais pas forcément comme cliente, moi non plus, dans l'offre qu'il y avait à l'époque sur le marché. Et là, dans ce barbecue, pourtant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des enfants eux-mêmes, mais ils ont tous dit, mais ça sera une super idée, tu verras, ça aurait beaucoup de succès, c'est un vrai besoin. Et ça a déclenché quelque chose chez moi. Et après, je ne pouvais plus m'arrêter à réfléchir à cette idée. Et c'est depuis là que j'ai commencé à le développer. Et entre le barbecue et Little Greenhouse, le début, il s'est passé combien de temps? Et quelles ont été pendant cette période les choses qui t'ont peut-être freiné ou les choses qui ont fait accélérer que le projet, il a vu son jour? Alors, vraiment, c'était incroyable. Je me rappelle encore ce jour, quand je suis retournée du barbecue en vélo, que j'ai commencé à réfléchir à plein de choses, tout ce que je pourrais proposer comme service. Et je pense que c'était le lendemain que j'ai commencé à écrire les business plans. Je me suis commandé des bouquins, comment écrire un business plan. Je savais comment faire une stratégie, l'analyse compétitive. Et j'ai fait ça à côté de mon travail de Caterpillar pendant 2 ans. J'ai développé le projet. Et ce n'était pas non plus planifié forcément qu'à la ouverture de Little Greenhouse que je quitterais mon travail tout de suite parce que j'avais engagé une directrice pédagogique assez tôt, en fait, 6 mois avant la ouverture, pour aussi développer le projet, pour engager des gens, pour gérer tout ça. Alors, c'était un temps très intense. Et en fait, au début, c'était vraiment une idée que je développais, mais j'étais vraiment passionnée et j'avais envie de parler aux gens. Mais en même temps, je savais qu'il fallait parler beaucoup de ton idée pour le développer. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus partager avec mes collègues des Caterpillar parce que je ne voulais pas qu'ils se posent des questions si je vais rester ou pas. Si peut-être je serai un peu moins efficace dans mon travail, qu'ils me regardent un peu peut-être trop ce que je fais et tout ça. Alors, c'était aussi pour moi un stress. C'était vraiment un temps très, très stressant parce que j'avais l'impression que je joue plusieurs rôles, mais aucun rôle je joue très bien. Et surtout ce rôle d'entrepreneuriat, j'avais vraiment l'impression de jouer le théâtre. Et aussi chez Caterpillar, j'avais l'impression, c'est comme si je le trompais dans quelque sens parce que mon cœur était plus là, tu vois. Alors je faisais mon boulot, mais c'était plus
ma passion était ailleurs. Alors, c'était vraiment très, très difficile à gérer au niveau émotionnel, mais aussi au niveau du temps, parce que je voyageais énormément. J'ai essayé de gérer de tous les loin. Et la chose, je pense, la plus difficile, c'était que j'ai choisi une directrice très jeune, très enthousiaste comme moi, mais avec zéro expérience dans la gestion. Et en fait, elle a commencé à faire des petits burn-out et fatigue pendant que moi, j'étais en voyage de travail, et même avant l'ouverture. Et puis, elle avait pas forcément la confiance que j'arriverais, moi, à gérer cette entreprise. Et en plus, elle avait aussi les conseils de son papa qui lui disait que ça va jamais fonctionner. Alors, du coup, elle a quitté du jour au lendemain. Et j'ai dû, en fait, reprendre la situation. C'était vraiment une situation très, très compliquée, avec une équipe qui était aussi très méfiante, avec mon travail chez Caterpillar, avec les parents qui étaient inquiets. Enfin, on a peut-être 3-4 mois ouverts. Alors, c'était vraiment très, très difficile au niveau de gestion d'émotions, de gestion de stress. Je dormais plus beaucoup. Je me suis levée pour aller faire l'ouverture à Gland. Après, je suis allée chez Caterpillar, j'ai travaillé là-bas. Parfois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, il nous manque de gens, il y a quelqu'un qui est malade, est-ce que tu peux venir aider dans le groupe des bébés? J'ai quitté mon poste de travail pour aider chez les bébés. Pendant que j'ai aidé chez les bébés, j'avais des appels à prendre. Enfin, c'était le cauchemar. Et pas du tout professionnel, mais voilà, parfois, c'est comme ça qu'on commence. C'est la réalité. Et ça m'a aussi permis de vraiment vivre ce travail et de voir ce que ça veut dire. C'est ça. Ça, je pense que ça m'a aidé après aussi. Et qu'est-ce qui t'anime dans ces moments très difficiles au début? Tu ne sais pas encore si ça va être un succès. Tu as le téléphone qui sonne, tu dois changer le linge du petit. Comment on fait pour rester debout? C'était vraiment difficile au niveau de comment rester debout. Pour moi, c'était à ce moment-là, je me dis, j'ai pas de choix là en ce moment parce que j'ai quand même 15 employés. J'avais peut-être 50 familles qui dépendaient de notre service. Voilà, j'ai pris ce risque, mais j'ai aussi des responsabilités. C'est pas comme si je pouvais dire du jour au lendemain, mais j'en ai marre, faites sans moi. Mais néanmoins, j'avais quand même des moments où c'était très, très difficile, à un point où j'arrivais presque plus à me lever le matin. Alors, c'est vrai que j'ai aussi après cherché quand même des aides avec une coach qui m'a aidé à se focaliser sur des choses qui vont bien. J'avais rien vu au début, j'ai dit mais il n'y a rien qui va bien là, pas possible. Mais même des petits trucs, des choses tout bêtes, un petit café dans le soleil, ou de noter ce genre de choses, de vraiment se concentrer là-dessus, ça me semble bizarre, mais je me dis mais j'ai rien à perdre franchement. Et c'est vrai que ça très très vite, ça faisait des changements dans mon état d'esprit. Et avec ça, dans tout l'état d'esprit de toute l'entreprise, parce que c'est vraiment, surtout une entreprise tout jeune, ce que toi, tu émites comme atmosphère, comme sentiment, les autres, ils vont le refléter. Et je me suis rendu compte que, voilà, il y a des gens qui veulent prendre des responsabilités, qui peuvent prendre des responsabilités, et je peux énormément déléguer pour de nouveau respirer. Et ça, c'est ça qui m'a, en quelque sens, sauvé la vie. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, forcément, selon toi? Oui, je pense, parce que tu as une nouvelle idée, tu veux lancer quelque chose, mais tu ne sais pas encore si ça va fonctionner. Et tu dois te lancer, et tu dois croire en toi et à ton idée, et tu dois tout faire marcher. Et même dans des situations où il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il faut continuer. Et quand ça ne fait pas plaisir, il y a des moments où ça ne fait pas plaisir. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais bon, quand j'ai plus de plaisir, je vais arrêter. » Et ça, tu ne peux pas quand tu es entrepreneur. Et il ne faut pas le faire parce que tu vas passer plusieurs périodes où tu n'as pas de plaisir. Et après, c'est aussi ton rôle de retrouver les plaisirs. Et ça, c'est très différent quand tu es employé. Tu changes le boulot, ou tu changes le chef, ou tu te plains avec tes collègues chaque jour. Mais ce n'est pas les mêmes décisions et pas les mêmes risques. Là, on est dans tes bureaux et il y a ton vélo de triathlon. Tu es en train de préparer un triathlon qui a lieu dans quelques jours à Thun. Le triathlon, pour moi, c'est un sport où on souffre beaucoup.
C'est aussi quelque chose que tu recherches, comme ça, à dépasser cette souffrance pour atteindre un objectif? C'est la même chose? Oui, c'est très lié. Alors, c'est vrai que là, en fait, je me suis inscrite sur les Ironman, les Toons. L'année passée, quand il y avait la crise de Covid qui a touché en mars, il y avait le lockdown. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de donner énormément de stabilité et de sécurité à nos équipes, à nos parents. J'étais ici dans mon bureau, j'ai fait énormément de vidéos, de communications. Qu'est-ce que c'est les prochaines étapes, qui peut être remboursé, comment faire pour les RHT, ce genre de choses. Alors, j'ai énormément communiqué et je me suis rendu compte que j'ai besoin, moi aussi, d'une source de stabilité, une source de sécurité, peut-être quelque chose pour moi qui me donne un certain rythme et qui me donne un objectif, quelque chose que je peux planifier. Et comme j'ai déjà fait une fois un Ironman en 2003, je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée de faire ça parce qu'au même temps, je m'entraînerai, je serai de nouveau plus en forme. Ça me permettrait d'avoir vraiment une vraie excuse de faire du sport parce que souvent, on dit, oui, j'aimerais bien faire du sport, mais j'ai tellement de boulot. Mais si c'est un vrai objectif comme ça, c'est autre chose parce que c'est plus un défi. Hein. C'est comme un doctorat, je dirais, ou autre chose. C'est vraiment quelque chose de différent, quelque chose de plus tangible. Alors, c'est vrai que ça m'a énormément aidé dans cette phase-là. Et après, aussi cette fête de aussi devoir aller courir dans la pluie et dans la neige et aller dans le lac quand il y a des vagues ou aller dans l'entraînement dans la piscine quand tout le monde te dépasse. Et pour moi, il y a beaucoup de moments où je dis vraiment, mais en fait, en allemand, on a un mot qui dit il faut dépasser le innere Schweinehund. C'est en fait le porc chien intérieur. Ça n'existe pas dans les autres langues, c'est pas traduisible, mais c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose, une expression très, très importante en Allemagne. Et toi, tu as cette chien-porc chez toi dedans qui te dit « Ah non, j'ai pas envie » et puis il faut le dépasser, il faut se battre. Et c'est vrai que ça, c'est un bon exercice. Je pense aussi pour l'entrepreneuriat, il y a parfois des choses que j'aime pas trop faire. Il faut les faire aussi à un moment, assez rapidement même, au mieux. Et puis après, on est tout content quand c'est fait. C'est la même chose avec l'entraînement aussi. Avec tous ces entraînements, avec ton travail qui te prend, j'imagine, pas mal de temps, ta vie de famille, comment Barbara Lax, elle organise son temps? Alors, moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me suis levée à 4h30 parce qu'il fallait que je finisse un truc. Et le soir, pour moi, ça ne fonctionne pas très bien. J'aime beaucoup travailler les matins et ça m'arrange parce que comme ça, j'ai déjà fait pas mal de choses quand les autres se lèvent. Le sport, je le organise autour de mon calendrier. Alors, j'ai mon plan d'entraînement et je l'ajuste en fonction de mes meetings, des autres responsabilités. Et ça va bien dans les petites pauses. Et puis, ça me ressource aussi. Après, ça me donne de nouveau l'énergie pour continuer à travailler. Parfois, ça me donne aussi des bonnes idées. C'est assez compatible, je dirais. Après, la vie familiale, j'ai aussi de la chance d'avoir un mari qui prend énormément de poids au niveau des responsabilités à la maison. Je n'ai pas besoin beaucoup m'en occuper des tâches à la maison et ça me libère aussi, je pense, comparé à beaucoup des autres gens, pas mal de temps. Et puis, voilà, je travaille depuis la maison, ça aide aussi, j'ai pas beaucoup de déplacements. J'arrive à travailler d'une manière très concentrée quand j'ai le silence et très efficace quand je me mets des objectifs. Mais après, bien sûr, il y a aussi des moments où je suis pas contente de la productivité, comme tout le monde, je pense. Au tout début de ton expérience entrepreneuriale, tu disais que tu avais des moments très difficiles, très durs, avec beaucoup de pression, avec évidemment le stress de démarrer une activité. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as trouvé un équilibre entre ta vie privée et vie professionnelle? C'est quelque chose dont tu es contente, tu es satisfaite? Oui, alors je suis vraiment très contente avec cette liberté d'organiser mon propre temps et aussi avec les responsabilités que maintenant, aujourd'hui, j'ai pris chez Little Greenhouse parce que je suis maintenant de nouveau plus arrivée à ma place j'aime beaucoup justement la stratégie, d'avoir plutôt le big picture, d'avoir l'image complète et de faire la planification, développer la vision, faire la communication avec les employés, mais d'une manière plus stratégique et d'être aussi dans la croissance, de faire plutôt des projets de croissance, ce genre de choses, des analyses des marchés, de parler aussi avec les concurrents, mais aussi avec des politiciens, avec des autres réseaux. Et ça, c'est toutes des choses que j'adore faire.
tout ce qui est plus opérationnel, je pense que c'était très important pour moi de passer par là. J'ai vraiment fait tout dans le crèche parce qu'il fallait tout faire. En attendant de nettoyer les toilettes quand il y avait des bouchons, aider dans les groupes des bébés, d'assumer le poste de directrice parce qu'elle est partie, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je suis contente aujourd'hui que j'ai une équipe de leadership, de management qui gère vraiment l'opérationnel. Et moi, ça me donne aussi plus de liberté d'organiser mon temps. Et je suis très, très heureuse avec ça. Plus aussi ma fille aujourd'hui, elle a 12 ans. Elle est beaucoup plus autonome aujourd'hui que quand elle avait 9 mois. Et aussi, on a trouvé tout un joli équilibre dans notre famille aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une beaucoup plus haute qualité de vie que j'avais à l'époque quand je travaillais chez Caterpillar, quand je voyageais chaque 2e semaine dans les usines. J'ai passé mon temps dans les aéroports, dans les taxis, dans les hôtels. C'est beaucoup de perte de temps. Je trouve. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace et j'arrive même à m'inscrire à un Ironman. Et par rapport justement à l'Ironman, c'est un défi, c'est un objectif que tu te fixes au niveau personnel. Au niveau professionnel, pour Little Greenhouse, tu fixes aussi comme ça des objectifs à atteindre, à dépasser? Oui, absolument. Alors là, je viens de faire notre 5-year plan. Et aussi, nous avons 4 buts à remplir au niveau de notre vision medium term. Et j'ai promis à mon équipe de leadership, j'ai dit, je ne vais pas faire Ironman avant qu'on n'a pas atteint tous ces 4 goals. Et ça sera probablement 2026. Comme ça c'est maintenant mon prochain but où je vais vraiment donner la priorité à ça. Mais ça, c'est sûrement développé ces derniers mois parce que voilà, on était dans une phase de transition, je dirais, d'une boîte plus petite, mais qui a maintenant énormément d'opportunités de croissance. Et il fallait vraiment développer une stratégie avec beaucoup d'étapes et beaucoup de milestones et beaucoup de deliverables, que ce n'était pas nécessaire comme ça avant. Et maintenant, on a mis ça en place et j'ai dit, ça, c'est mon prochain objectif avec vous, de vraiment travailler là-dessus et de l'atteindre. Donc, ce sont des objectifs qui sont explicites? Oui, des ouvertures, des buts aussi financiers, des buts au niveau de vision de notre concept, des buts de services que nous pensons qu'on peut développer basés sur notre positionnement unique dans le marché. Et ça, tu l'as eu dès le début, parce qu'on comprend bien, il y a eu ce barbecue, où il y a l'idée, après il y a la volonté de la mettre en place, et dès le début, tu avais toujours une prochaine étape à atteindre? Quand j'ai créé le business plan de Little Greenhouse, l'idée, c'est vrai que j'ai pensé tout de suite très grand, parce que voilà, je venais d'une grande boîte, je me suis dit, je ne vais pas faire une crèche, c'est clair, je vais faire un réseau de crèches, avec un concept unique partout en Suisse, même ailleurs, à la rigueur. J'ai déjà planifié phase 2 pour le senior. J'avais vraiment tout. Je me dis, OK, je vais faire 10 ans de crèche, après je vais faire 10 ans de EMS, et puis après je verrai. Et voilà, j'avais planifié de faire beaucoup des autres services, comme des services concierges pour des familles, de vraiment aller beaucoup plus loin. Après, j'ai assez vite appris qu'il faut d'abord vraiment développer un service de haute qualité, vraiment focaliser là-dessus, spécialiser là-dessus, pas les diluer avec plein d'autres choses que tu proposes, mais si ton service de base n'a pas une haute qualité, tout le reste peut te mettre encore plus en risque. Alors, j'ai laissé tomber pas mal les idées de toute façon au début. Après, on a testé certains ont fonctionné. Mais aujourd'hui, on a quand même développé le concept un petit peu dans une autre direction parce qu'on se rendit compte qu'au niveau des groupes sur le marché, on est unique, qu'on a vraiment un concept innovateur, très développé, avec une procédure de formation continue, très stricte, et très développée, très élaborée pour nos collaborateurs, que cette formation, on pourrait très facilement aussi la développer pour des parents externes de Little Greenhouse ou pour des parents de Little Greenhouse, pour les autres éducateurs, parce que nous avons vraiment une équipe diverse, très professionnelle, internationale, qui unissent beaucoup de différents axes de la pédagogie et de la psychologie et des différents travails sociaux, que je pense que c'est une richesse quand on arrive à réunir tout ça et baser un concept sur cette richesse. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très unique qu'on a réussi. Et je me dis, on a meilleur temps de construire quelque chose là-dessus et développer ça
que de développer 10 000 autres services autour. Voilà, c'est un peu où on veut aller. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un giveaway, quelque chose, un petit tip que tu pourrais nous donner pour aider les jeunes entrepreneurs ou les moins jeunes d'ailleurs? C'est plusieurs choses, je dirais, vraiment se focaliser sur les choses qui vont bien, parce qu'on est quand même assez seul, surtout au début, et c'est important de ne pas être trop dur avec soi-même. Et dans les temps où ça va pas trop et on n'a pas trop de plaisir, de ne pas se dire « Ah, j'arrête, j'ai plus de plaisir », mais plutôt dire « J'ai pas le plaisir en ce moment, mais je vais le retrouver », et de ne pas trop vite abandonner. Et aussi de ne pas se laisser décourager quand on n'a pas forcément le soutien des gens qui nous entourent. Parce que les gens, ils veulent nous protéger, ils veulent nos biens. Ils ne veulent pas qu'on prenne beaucoup de risques. Et ce n'est pas forcément quand on se lance dans quelque chose qu'on aura tout le monde à côté qui nous applaudit. C'est important que, je pense, on est conscient de ça, on ne se laisse pas décourager par ça non plus, mais qu'on a vraiment qu'on construit cette sécurité à l'intérieur et qu'on ne les cherche pas à l'extérieur. Merci. Merci, ouais, Barbara. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Barbara. On a compris en l'écoutant qu'entreprendre comporte des risques et avant tout le risque de ne pas être soutenu par les gens qui nous entourent, spécialement au début d'un projet lorsque le risque d'échouer est encore très grand. Nos proches sont des personnes aimantes qui ont tellement peur de nous voir échouer qu'elles auront toujours tendance à vouloir nous pousser à renoncer. Et franchement, quoi de plus normal ? Dans la phase de démarrage, une entrepreneur ne doit pas être trop dur avec lui-même, ni après d'ailleurs, et on comprend en écoutant Barbara à quel point il est essentiel pour un entrepreneur de se concentrer sur les choses qui vont bien. Il faut être conscient qu'il y aura des moments difficiles et garder la conviction que ce n'est qu'une étape et que le plaisir d'entreprendre va revenir. C'est ce qui différencie les entrepreneurs de beaucoup d'autres personnes, la résilience. Comme elle nous le raconte, une entrepreneur ne se laisse pas décourager et arrive à garder un cap vers ses prochains objectifs. C'est donc une personne qui arrive sans cesse à se fixer de nouveaux objectifs pour aller au-delà de ce qu'elle a déjà accompli. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Barbara préparait un Ironman au moment où nous l'avons interviewée. Elle retrouve dans ce sport la notion de plaisir dans l'effort et la nécessité de se dépasser en vue d'atteindre un objectif. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette réflexion, nous vous recommandons un livre, A Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité. Il s'agit d'un best-seller de la légende de la création d'entreprise Michael Gerber, qui a pour objectif d'expliquer pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et comment faire pour réussir. Tout un programme.